Alors je l'ai sous les yeux, votre nouveau livre, Arlette Farge, son titre Dire et mal dire, le sous-titre L'opinion publique au XVIIIe siècle, voilà qui est bien dit. Et puis alors, l'éditeur c'est Le Seuil, la collection, la librairie du XXe siècle, que dirige Maurice Hollander. Alors j'ouvre le livre et en exergue, je tombe sur une phrase qui n'est pas une phrase d'historien, mais d'écrivain, Pascal Quignard. Et cette phrase, je la lis, j'ai embelli ma vie de jours que je n'ai pas vécu. C'est en quoi cette phrase? C'est dans Albusius. Oui, cette phrase, quand je l'ai lue, parce que au milieu de tout ce travail, j'ai lu ce livre de Pascal Quignard, j'ai su que c'était une phrase importante pour moi. Et alors que j'ai jamais eu envie de mettre de phrase en exergue, un livre, ni même de le dédier, je sais pas, elle m'a paru évidente et très forte. Peut-être à cause du rapport que j'entretiens entre le passé et le présent, et que effectivement de vivre à travers les archives, c'est comme si ça me donnait du temps en plus, des jours en plus, et puis des jours, non pas que je raconte que des choses heureuses, puisque travaillant sur les gens, sur les exclus ou les gens du peuple, c'est souvent plutôt du tragique ou du désespéré, mais que de pouvoir les faire surgir à la mémoire, pour moi, c'est embellir ma vie, effectivement. Effectivement, ce sont des jours que je n'ai pas vécus. Mais je crois aussi que mettre en exergue la phrase d'un écrivain, c'était aussi, peut-être plus inconsciemment, plus secrètement, dire un peu le rapport que j'aimerais entretenir avec l'écriture. En tout cas, que des gens comme eux, des écrivains comme eux, comme Pascal Quignard ou comme d'autres, ce sont des gens qui sont sur ma route et qui, dans mon travail, servent à je ne sais quoi, mais qui, dans une espèce d'alchimie, sont extrêmement importants. Et c'était peut-être aussi une façon de le dire moins consciente. Mais finalement, maintenant, quand je lis le livre et puis que je vois cette phrase, je me dis que j'ai envie de dire merci en somme aux écrivains d'accompagner comme ça la route d'un historien. Et c'est vrai qu'il y a un historien dans l'écrivain Pascal Quignard, de la même manière qu'il y a un écrivain chez l'historienne que vous êtes, Arlette Farge. Parce que c'est pas du tout... On sent bien qu'il y a un souci d'écriture. Hein, un peu comme quand on lisait Michel Foucault, par exemple, avec qui vous avez travaillé. Oui, c'est drôle, parce que quand vous avez dit il y a un écrivain, j'ai tout de suite pensé à lui. Oui, parce que pour moi, s'il y a de l'histoire, s'il y a un récit historique et s'il y a quelque chose à dire de cet ordre du passé, il est extrêmement important qu'il y ait une écriture qui porte et qui soit tellement nouée aux événements racontés qu'il soit indissociable. Et pour moi, c'est vrai que l'écriture est très importante, mais en même temps, je ne m'en rends pas bien compte. Enfin, vous me le dites et ça saute aux yeux quand on vous lit. Mais en même temps, je ne pourrais pas bien faire autrement. Mais je crois aussi que c'est en travaillant, en parlant beaucoup avec Michel Foucault, c'était devenu aussi quelque chose d'extrêmement fort, parce que lui, il avait un style très fort. Je crois que c'est pas tant écrire que d'avoir un style qui soit profond, fort. Oui. Et pour moi, en tout cas, c'est la condition pour qu'un livre ne tombe pas des mains. Alors, vous ne choisissez pas la facilité, parce que vous êtes historienne cherchant à écrire, en tout cas soucieuse de la langue, et puis, en même temps, vous choisissez comme objet, il faut bien le dire, un objet qui ne se manie pas facilement, comme vous le remarquez dans votre introduction, l'opinion publique. Oui. Oui, c'est vrai, parce que d'abord l'opinion publique au XVIIIe siècle, c'est totalement anachronique. Parce qu'au fond, on peut se demander tout de suite, est-ce qu'il y a une opinion publique au XVIIIe siècle, alors que l'opinion publique, c'est quelque chose qui est lié à la démocratie, donc dont on peut parler éventuellement après 1789. Au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de démocratie. Eh bien non, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de démocratie, et justement, les sujets du roi n'étaient pas des sujets politiques. Donc c'était une espèce de défi que j'avais comme ça en tête depuis longtemps, me dire c'est pas possible qu'on ait dit que c'était le siècle des Lumières, que tant de philosophes aient écrit dessus, qu'on ait dit qu'il y ait une opinion éclairée, en effet une opinion publique éclairée, et puis que finalement le 14 juillet 89 des gens aient fait la révolution. Il faut bien qu'ils aient pensé quelque chose avant. On va quand même pas prendre la vacille comme ça pour des prunes sans avoir jamais rien pensé de quoi que ce soit du régime qui était là. Est-ce qu'il y avait des sondages à l'époque?
Mais il ne pouvait pas y avoir de sondage parce que la monarchie entretenait une curieuse relation avec l'opinion. C'est-à-dire qu'à la fois, on pourchassait complètement les paroles des gens dans les cafés, dans les cabarets, et ce sont sur ces rapports d'inspecteurs de police que j'ai pu travailler, justement. Et en même temps, on interdisait cette parole, et en même temps, on pensait qu'elle n'était rien, qu'elle n'avait aucune importance, et on ne cessait de s'en préoccuper. Ça, c'est quelque chose qui ressemble un tout petit peu à maintenant, de cesser de s'en préoccuper, mais elle n'est pas interdite maintenant. Tandis que là, on pouvait faire 10 ou 10 ans ou 3 mois de Bastille pour avoir tenu des mauvais propos, comme on disait à l'époque, sur le roi ou sur l'État. Alors je me disais bien qu'un jour, à force d'aller dans les archives, je retrouverais ces propos, que je retrouverais. C'était pas possible qu'on ne pouvait pas toujours savoir comment ils s'étaient habillés, comment ils avaient mangé, les gens du 18e, comment ils avaient aimé, sans savoir comment ils avaient pensé. C'était impossible. Et je me suis dit qu'un jour, ça arriverait. Puis un jour, j'ai trouvé les rapports de police. J'ai pu essayer de faire ce travail. Oui, trouver les pensées et les arrière-pensées surtout. Ah oui, quelquefois c'est pas des arrière-pensées, quelquefois c'est des injures tout nettes, et c'est donc des pensées à l'état brut, des injures contre le roi, mais aussi ce sont toutes les ruses d'une population pour essayer d'avoir le plus d'informations possible, parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe au XVIIIe, c'est que la monarchie tient un secret, et elle tient à ce secret, et au fond la population, elle fait des pieds et des mains, si j'ose dire, c'est-à-dire elle va partout, elle court partout pour détenir le plus d'informations possible, et le matin elle va aller dans certains endroits de Paris pour connaître les nouvelles, et puis des nouvelles qui seront démenties le soir. Elle va vivre constamment avec une espèce d'avidité, une très grande curiosité pour qu'on lui dise des choses sur l'événement. Et forcément, en entendant ces choses sur l'événement, elle pense dessus. Si vous avez pu vous engager dans l'aventure de ce livre, Arlette Farge, Dire et mal dire, c'est aussi parce que d'autres avaient travaillé avant, avaient déjà commencé à explorer ce terrain, et en particulier Habermas. Oui, d'ailleurs, je suis partie de lui, en somme, parce que lui avait extrêmement bien travaillé tout ce qui concernait l'espace public bourgeois, justement, et l'opinion publique des philosophes et des gens éclairés, et il avait posé en axiome qu'effectivement, on avait déjà essayé d'arracher le secret au roi dans les couches de la bourgeoisie, dans les couches des élites, et qu'il y avait déjà une chose publique qui était là entre le roi et sa population, et il avait terminé non pas son livre, mais en tout cas les présupposés dans son introduction de son livre en disant que de la sphère plébéienne on ne savait rien, et que de ces gens incultes qui avaient été très actifs au moment de la Révolution, on ne pouvait rien dire. Et sur cette phrase, j'ai essayé de partir et de me dire que peut-être les archives livreraient non plus le secret du roi, mais le secret de ces gens qui étaient là face au roi. Donc un espace public bourgeois, et dans cet espace, une opinion éclairée qui n'a rien à voir avec l'opinion privée. C'est ça qui a été mis en avant. Qui n'a rien à voir, puis en même temps qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qui, contrairement à ce qu'on croit, ne conduit pas l'opinion du peuple, mais qui a bien sûr des interférences et des interactions constantes avec elle. Mais donc je crois qu'il faut détruire cette pyramide où on dit entre le savant et le populaire, et ce serait le savant qui distillerait sa culture au populaire, parce que ça se passe dans des systèmes d'échange très bizarres, très originaux et constants, et ça se passe pas toujours du haut vers le bas, et ça peut très bien aussi se passer du bas vers le haut. D'ailleurs la monarchie est toujours atteinte par ce qui se passe en bas, et elle est toujours inquiète. Elle n'aime pas le populaire, et en même temps elle a peur d'être impopulaire, et dans ce paradoxe elle joue gros, elle aussi. D'ailleurs elle a joué très gros. Il y a plusieurs sortes de sources qui contiennent les avis populaires. Oui, il y avait plusieurs sources. Il y avait d'abord tout bêtement les chroniqueurs de l'époque, les mémorialistes, ceux qui tenaient comme ça la plume et qui m'ont bien servi, qui racontent l'ère du temps, en somme. Et puis, il y a aussi les sources qui sont plus particulièrement celles des archives de la Bastille, avec les détails sur les procès faits aux gens qui avaient parlé dans la rue ou dans les espaces publics. Et puis, il y a des sources intermédiaires qui sont les nouvelles à la main. Alors, ça, ce sont des sources très... C'est quoi les nouvelles à la main? Les nouvelles à la main, c'est... Les nouvelles qu'on tient à la main sont en fait des gazettes manuscrites
qui la plupart du temps viennent de l'étranger ou bien de l'intérieur de la France, et qui sont copiés en plusieurs exemplaires par des copistes et qui sont distribués dans Paris pour donner les nouvelles que ne donnent pas les journalistes officiels, qui sont les journaux officiels, qui sont le Mercure de France à l'époque, qui ne disent rien, sur lequel on ne sait rien. Et ces nouvelles, elles sont, bon, d'abord elles sont très lacunaires, on en retrouve quand même très peu parce qu'elles ont été souvent détruites, puis elles sont difficiles à comprendre parce qu'il faut être très très au courant de ce qui s'est passé au XVIIIe. Je crois que ce serait comme si un historien... dans 100 ans ou dans 200 ans, prenait toutes les unes de Libé. Je ne sais pas s'il les comprendrait toutes. Les nouvelles à la main, elles sont faites de tout petits échos. Et je suis sûre que moi, il y en a beaucoup que je n'ai pas compris. J'ai travaillé sur celles que je comprenais bien. Mais c'est ce style léger, rapide, lapidaire, déconstruit un peu de tout ce qui se passait à Paris, aussi bien chez les grands que dans les événements diplomatiques. Et ça, ce sont les nouvelles à la main. Et là, il y a un marché en même temps. Il y a un marché économique parce qu'on vend ces nouvelles à la main, on abonne les gens aux nouvelles à la main, et puis en même temps on se concurrence. Et la police se méfie beaucoup de ces nouvelles-là. Et les gens courent après ces nouvelles, ils en sont extrêmement friands parce que la distinction suprême, c'est être au courant d'eux. Au fond, peu importe que ce qui soit dit soit vrai ou soit faux, c'est surtout savoir. Et c'est savoir qui finalement aiguise, je crois, l'esprit public. C'est ne pas être tenu dans l'ignorance. Voilà. Et ça, c'est une course contre la montre, carrément. Et vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas dépouillé les archives? Ah bah si, j'ai dépouillé les archives. Oui, moi, ça me faisait du bien aussi d'être sur des sources qui n'étaient pas des archives. J'ai dépouillé les archives en dernier terme de ce travail. Et ça, c'était les archives de la Bastille. Là, c'est plus triste, à vrai dire. Parce que ce sont des gens qui, pour avoir... je ne sais pas, pris position comme ça, se sont retrouvés enfermés pendant des périodes plus ou moins longues et qui, pour occuper ces périodes, en plus, ont écrit. Ils ont écrit, ils ont travaillé, ils ont dessiné, ils ont même quelquefois écrit de la musique, ou ils ont écrit des petits traités de géométrie. Enfin, ils ont tout fait pour tuer l'ennui et retrouver leurs traces. C'était aussi très important parce que je pouvais baliser le siècle non pas d'une inflation du mécontentement, mais de moments particuliers où les gens ont pris position sur des événements et où une espèce de parole publique s'est cristallisée. Alors évidemment, on ne va pas oublier que vous êtes directeur de recherche au CNRS, Arlette Farge. Donc on va en conclure que votre livre est rigoureusement construit, s'articule en 3 parties. La première partie s'intéresse au fonctionnement social et politique des témoins de cette parole populaire. Oui. Oui, ben, c'est vrai qu'il fallait écrire un livre, bien aimer l'écrire, mais il fallait aussi être dans une discipline et être au plus sérieux de la discipline. Et bon, dans cette première partie, j'ai travaillé sur les témoins, c'est-à-dire sur les chroniqueurs et les mémorialistes, pour voir comment eux, ils parlaient du monde populaire, pour essayer de comprendre comment ils traitaient ce sujet-là. D'abord, ils en parlent beaucoup moins qu'ils ne parlent des grands ou de la cour ou du roi, qui est le personnage central vers lequel se tournent tous les regards. Et pour parler du peuple, ils n'en parlent que de 2 façons. Ils sont en fait assez désarçonnés par lui, et ils n'en parlent que de 2 façons. Soit ils en parlent à travers des faits divers, à travers des choses absolument extraordinaires, je ne sais pas, des exploits, des gens qui sont montés en ballon, ou des gens retrouvés coupés en morceaux, c'est une autre sorte d'exploit, ou bien ils en parlent en groupe. Ils parlent d'une foule de peuples, de la façon dont une foule se constitue, soit pour des cérémonies, soit devant les châtiments publics, devant les exécutions ou dans les émeutes. Mais jamais il n'est question de parler de ces groupes sociaux-là de façon intermédiaire. Jamais on ne peut les faire apparaître dans leur forme de loisir, comme le ferait de nos jours un sociologue. Donc c'est une espèce de relation très abrupte au monde populaire, soit en foule, donc qui fait peur, quelque chose qui vous dépasse, qui est là, qui est toujours instinctif et primitif, ou bien alors dans des situations qui sont toutes hors du commun. Donc c'est une vision très, très exotique et dont on sent qu'ils ne peuvent pas faire une autre analyse, parce qu'ils sont très loin de lui, en même temps qu'ils en ont peur. Et je crois que c'est dans cette espèce de sentiment très curieux, qui est aussi de l'ignorance, qu'il s'exprime. Alors j'ai essayé de l'expliquer.